commence par une petite phrase. La vente, dans tous ses états, est une petite icône de vélo. Pourquoi une icône de vélo? Parce que je pense que la vente, c'est comme le vélo, en fait. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en tombant. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est l'histoire de mes chutes à vélo, de mes chutes en vente, et comment à un moment il y a eu ce déclic où on sent l'équilibre et on sent que ça marche, quoi. Et donc je suis convaincu aussi que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de monter sur le vélo et de vous casser la gueule, en fait, parce que c'est que comme ça que vous pourrez apprendre. Donc je commence bizarrement en dévalorisant tout ce qui est théorique et en vous disant qu'il n'y a que la pratique qui compte. Mais parfois, pour monter sur le vélo, c'est quand même pas mal d'avoir une explication de comment ça marche par quelqu'un qui sait en faire, quoi. Donc je suis pas un expert de la vente, mais en tout cas, je suis beaucoup tombé. Du coup, je vais essayer de vous partager cette expérience. Alors en quelques mots, donc c'est qui ce mec qui se pointe sur une estrade? Donc à la base, moi je suis ingénieur avant d'être venu à l'ESCP, donc pas du tout de background commercial entre guillemets. Et après l'ESCP, donc je fais le double diplôme avec l'ESCP. Après je me suis perdu un petit peu, je suis allé faire de l'audit. Je sais pas, toujours pas pourquoi, avec le recul. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas assez challengeant. Et donc, j'ai créé une start-up. Donc, cette start-up en question, c'est Simple et Beau. En quelques mots, c'est une agence web scalable. C'est-à-dire qu'on vend des sites internet à très grande échelle, comme le fait une agence web. Donc, ce n'est pas un outil pour créer votre site internet vous-même, ça il en existe plein. Non, c'est une agence qui crée le site internet pour le client, de A à Z, avec le référencement Google, etc. Sauf qu'on le fait de façon automatisée, semi-automatisée pour être plus précis, et donc on peut le faire à grande échelle. On en vend 200 par mois, et donc c'est intéressant parce que le marché du site internet, c'est un marché hyper concurrentiel. Donc la vente dans ce secteur, c'est un vrai enjeu. Quand j'ai dit à mes potes que j'allais faire un marché de sites internet, ils m'ont dit mais arrête, c'est saturé. T'as tout le monde qui sait faire des sites internet, t'as 15 000 outils pour faire des sites internet, il y en a même des gratuits. Tu vas jamais réussir à vendre un site internet. Bon. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'il y a quand même une entreprise sur deux en France qui a toujours pas de site, une sur trois maintenant. Et c'était peut-être qu'il y avait quand même un marché, quelque chose à faire, une façon de vendre qui pourra fonctionner. On a la particularité d'être rentable grâce à la vente. Donc ça, c'est aussi un point essentiel. Quand on est rentable dans une entreprise, on est libre, on maîtrise son entreprise, on peut aller à la vitesse qu'on veut, on peut recruter qui on veut, on n'a pas besoin de virer des gens si jamais il y a un mois où ça va moins bien. Et donc la vente, ça permet ça, en fait. C'est quelque chose de noble. La vente, souvent, c'est associé aux salles commerciaux qui essayent de vendre des trucs, machin. Non, la vente, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est le fait de gérer son entreprise comme on veut, en fait, quand on arrive à vendre. Et bien sûr, on est passé par l'incubateur de l'ESCP. Et en parallèle de cette expérience, avec quelques autres entrepreneurs, on a cofondé Indiana Capital qui a investi dans des startups. Et donc, nous, un des critères, c'est la capacité à vendre. Voilà, justement. Et je donne des cours en master spécialisé, où il y en a au moins un qui était là-bas. Voilà. Alors, la vente, c'est mal. C'est dur pour moi de rester en place. Normalement, je bouge partout. Donc, je reste devant le truc. La vente, c'est mal. La vente, en fait, c'est un domaine, comme je le disais un peu tout à l'heure, qui a une mauvaise image dans le monde de l'entreprise en général. Les commerciaux
les salles commerciaux. Souvent, ils sont dénigrés, alors qu'en fait, c'est une dimension, c'est un domaine noble. Et je vous propose trois citations pour l'illustrer. La première quand même de Richard Branson. Ne perds jamais d'attention le cash flow, c'est ce qui permet à ton business d'exister. Donc le cash flow, c'est en partie la vente. Ça semble évident, hein, mais on l'oublie souvent. Deuxième, le succès d'une entreprise se mesure à 3 indicateurs: customer satisfaction, employee satisfaction and cash flow. Voilà. Donc il y a des grands entrepreneurs qui, on a beau avoir une vision, une grande mission, etc. Il faut vendre. Et enfin, le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler, d'arrêter de construire, d'arrêter d'anticiper et de commencer à vendre. Voilà. Ça aussi, nous, en tant qu'ingénieurs, on l'a fait, cette connerie de construire le super produit, d'essayer de tout anticiper, de construire un truc avec des bases saines, etc., sans aller essayer de vendre. Voilà. C'est comme le vélo, hein. Faut se mettre dessus, il faut avancer, sinon on ne progressera jamais. Il faut oser. Pourquoi vendre ? Survivre, ça peut être une première motivation. La deuxième motivation, c'est avoir de l'impact. Quand vous avez une mission, par exemple, faire vivre des jeunes et des vieux ensemble, ou faire des choses comme ça, moi je le vois comme plus j'arrive à vendre, plus je vais aider des gens, plus je vais aider moi des petites entreprises à se développer. Donc c'est ça qui doit vous motiver et pour avoir la hargne d'aller vous prendre des murs. La troisième raison de vraiment se pousser à aller vendre, c'est que ça va challenger votre raison d'être. Si vous n'arrivez pas à vendre, à un moment, il faut se poser des questions. Peut-être que vous ne répondez pas à un besoin en fait. Peut-être que vous le présentez mal, mais c'est un peu une façon de valider votre entreprise, la vente. Et enfin, la vente, il y a beaucoup de gens qui le voient comme une manipulation. Et en fait, si vous avez un bon produit, il faut vraiment le voir comme quelque chose de bénéfique pour vous et pour le bénéficiaire, entre guillemets. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, chez Simple et Beau, la vente, c'est chaud. C'est chaud. Donc, pour vous décomplexer par rapport à la vente, je vais vous raconter l'histoire des premières ventes de Simple et Beau, où on a galéré, mais de dingue, comme vous pouvez peut-être galérer aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, nous les sites internet, tout le monde nous disait qu'on n'arriverait jamais à vendre des sites internet, et on était assez inquiets quand même, hein, parce qu'on voyait de la pub à la télé. Créez votre site internet gratuitement avec Wix, avec WordPress. Dès qu'on allait sur Facebook, on voyait des pubs dans tous les sens. Créez votre site gratuitement, etc. Et nous, on disait à nos potes qu'on voulait vendre des sites internet. Donc, ils nous regardaient bizarrement. Donc, on a essayé d'en vendre. Donc, comment on a fait au début ? On a essayé de convaincre nos proches. Ce fut un échec total. Ensuite, on a essayé de démarcher des gens. Donc, je me souviens encore dans les rues de Paris, de Boulogne, essayer de faire du porte-à-porte, limite, dans les restaurants, dans les cafés, quand je croisais un artisan qui bossait dans la rue, je regardais sur son camion s'il y avait une adresse de site pour lui dire « Ah, vous n'avez pas d'adresse de site là, ce serait bien et tout ». Échec total. On a essayé un peu de faire du Google AdWords. C'était pas folichon. Et à un moment, en fait, moi j'étais responsable de vendre dans notre boîte. Mes deux associés de la technique, donc ils construisaient une techno de dingue pour générer les sites. Moi, j'arrivais pas à les vendre. Voilà. Et à un moment,
à un moment, je leur ai proposé c'était un petit peu un aveu d'échec. Hein. J'aurais dit, les gars, j'arrive pas à vendre là. On fait quoi? Et donc, on a décidé ensemble d'offrir 50 sites internet. Plutôt que de se galérer à pas réussir, on s'est dit, ok, on va offrir 50 sites internet à 50 professionnels, déjà pour voir si, même gratuitement, le truc sert à quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on vous dit normalement, de ne jamais offrir votre service parce que ce qui est offert n'a pas de valeur. Sauf que quand vous n'arrivez pas à le vendre, faut bien faire quelque chose, quoi. Donc nous, on l'a offert à 50 entreprises, sauf qu'on les a choisies, ces entreprises. On a choisi des personnes qui avaient du réseau. On a choisi des directeurs de syndicats, des présidents de syndicats professionnels. On a choisi peut-être le directeur d'un centre de formation pour les artisans. On a choisi le président du syndicat des naturopathes, en voulant jouer en deux bandes. On va lui offrir un site, on va le rendre heureux, et peut-être que derrière, il va être apporteur d'affaires pour nous. Et en offrant ces services, on s'est rendu compte de ce qui était utile et de ce qui n'était pas utile dans notre offre. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas folichon hein, comme dispositif d'offrir, mais on a commencé comme ça. Parce que le pire, c'est d'abandonner, le pire, c'est l'immobilisme. Et en fait, aujourd'hui, tous les canaux que j'avais tentés au début et qui n'avaient pas marché, je me rends compte que juste je les avais mal utilisés. Aujourd'hui, ils marchent, l'AdWords, etc. C'est juste que je ne savais pas faire, je ne savais pas ce qui plaisait à mes clients, je n'avais même pas de clients. Donc forcément, c'est compliqué de trouver le bon message. Quand on en a 50, qu'on parle avec eux toute la journée, on connaît leur vocabulaire, on sait ce qui les intéresse, on peut les mettre en référence, on peut faire plein de choses. Voilà. Ce que je décris pour moi n'est peut-être pas la bonne méthode pour vous. Hein. C'est juste un partage d'expérience. Et en fait, quand on réfléchit à la vente, il y a une théorie de la vente que je connaissais pas. Mais il y a une théorie de la vente qu'on voit bizarrement pas en école de commerce. C'est quand même dingue. Donc en quelques étapes, hein, c'est tout bête, mais en fait, n'importe quelle vente doit être faite avec ces 5 étapes. Une phase de préparation, où on va choper des informations sur la personne qu'on démarche, avant même d'aller lui parler. Okay, tout ce qui est possible de trouver, il faut qu'on l'ait en tête. Donc recherche Google, prise de référence auprès de ces... Donc pour vous donner un exemple, je veux vendre un site à un plombier. Je regarde s'il a un site internet, je regarde s'il a une page Facebook, j'essaie de comprendre qui sont ses clients, s'il a des témoignages, des avis, j'essaye de retrouver les clients pour les appeler, pour savoir ce qu'ils pensent de certains... Enfin en gros, une étude de détective préalable. Deuxième étape, on contacte le client. On lui montre qu'on a étudié son sujet. Ah, j'ai vu que vous étiez plombier à machin. Ah, j'ai discuté avec votre client bidule. Voilà, donc là, on n'est pas un pauvre commercial vendeur de tapis qui débarque avec un script. On est quelqu'un qui le connaît déjà. Ça passe mieux. Phase découverte, ça veut dire on pose des questions dans le but de comprendre quels sont les problèmes du gars en face. Troisième étape, présentation de sa solution. Présentation de sa solution en fonction de ce qu'on a appris dans la phase découverte. Ça a l'air, je ne sais pas si c'est abstrait ou pas, mais en fait, au début, moi je présentais ma boîte à peu près toujours de la même façon. Énorme erreur. Aujourd'hui, chaque présentation de Simple et Beau dépend de ce que j'ai appris sur la personne à qui je parle, pour insister sur ce qui va lui plaire. Mais ça, c'est possible que si on a fait une phase de préparation et une phase découverte. Voilà. Donc typiquement,
on pourra faire des exercices tout à l'heure, mais il y a des centaines de présentations possibles de votre boîte en fonction du besoin de la personne en face. Ensuite, phase de questions-réponses et le closing. Donc là, c'est tout un art. C'est un espèce d'entonnoir pour arriver jusqu'au closing. Voilà. Alors ensuite, il y a une grande question qui se pose, c'est il y a plein de techniques pour trouver des clients. Il y en a vraiment plein. Et la question qui se pose, c'est quelle technique est adaptée à votre business model? Et en fait, quand on réfléchit, quand on a un peu plus d'expérience des échecs de start-up, on se rend compte qu'une des causes majeures d'échecs, c'est quand les entrepreneurs, ils essayent de vendre, mais d'une façon qui n'est pas adaptée à leurs produits ou services. En fait, en fonction de votre panier moyen, en fonction de combien vous rapporte un client, vous pouvez vous permettre certaines techniques de vente ou pas. Si vous vendez un truc à 10 €, vous ne pouvez pas avoir de commerciaux. C'est pas possible. Parce qu'un commercial, ça coûte hyper cher. Sauf s'il vend des volumes astronomiques. Si vous vendez, par exemple, un abonnement à 40 € par mois, vous ne pouvez pas avoir des commerciaux terrain. Vous pouvez peut-être vous permettre des commerciaux au téléphone. Parce que c'est beaucoup moins cher. Si vous vendez un panier à plusieurs milliers d'euros par an, genre entre 1000 et 2000 € par an, vous pouvez vous permettre de d'avoir des SDR, on va voir ce que c'est. C'est des commerciaux qui déjà cherchent des opportunités et des commerciaux qui font le closing. On peut avoir deux types de commerciaux, les chasseurs et après les closers. Et si vous avez des paniers qui sont encore plus élevés, là vous pouvez peut-être vous permettre d'avoir des commerciaux terrain qui rencontrent les gens. Voilà. Donc là vous pouvez voir en fait le raisonnement c'est quoi? C'est on regarde le panier moyen de votre client, combien il vous rapporte. Du coup on en déduit votre marge. Je vous prends l'exemple de Simple et Beau. Nous notre panier moyen c'est il paye 50 € par mois le client. Donc par an ça fait 600 € de chiffre d'affaires. Sur ces 600 €, on va faire l'hypothèse que c'est que de la marge. C'est pas exactement ça, mais c'est pas loin. Du coup, on en déduit le CAC, le coût d'acquisition d'un client qu'on peut se permettre. Donc, si en un an je gagne 600 €, il faut que mon coût d'acquisition soit inférieur à 600 € quand même. Il faut que je gagne de l'argent la première année quand même. Donc 600 €. Et donc du coup, j'ai 600 € pour aller trouver un client. Je ne peux pas me permettre d'avoir un commercial terrain. Parce que ça va me coûter trop cher finalement. Okay, sauf s'il fait plein de ventes. Mais moi du coup, je peux me permettre des inside sales. Donc en bas, on voit un peu les différents types de techniques de vente. Première technique, le self-service. Donc pour les tout petits services à très faible marge, vous n'avez pas le choix, il ne faut pas d'humain, ça passe en ligne. Ensuite, vous pouvez avoir, si vous avez un panier un peu plus élevé, de l'inside sales, donc des commerciaux qui restent chez vous mais qui téléphonent seulement. Si vous avez un panier plus élevé, vous pouvez avoir des SDR, donc des commerciaux qui chassent plus des inside sales. Si vous avez un panier plus élevé, vous pouvez avoir des outside sales qui sortent rencontrer le client. Et enfin, si vous avez un super panier, là vous pouvez tout avoir en même temps. Voilà. Donc ça peut sembler évident, mais par exemple Vistaprint ne pourra jamais avoir de commerciaux pour aller vendre des cartes de visite, quoi. Alors, donc ceci étant dit, pour que les commerciaux puissent travailler, il faut leur générer ce qu'on appelle des leads, des prospects, des demandes entrantes. Et donc pour faciliter le boulot de ces techniques de vente qui sont des techniques de closing, des outils de closing, il faut générer des opportunités, il faut qu'il y ait des gens qui viennent à ces commerciaux. C'est quand même plus simple que de les laisser galérer à prospecter. Et pour générer en fait des demandes, il y a 16
techniques possibles. 16 techniques possibles qu'on va balayer très rapidement. Et en fait, en fonction de votre business, il y a des techniques qui sont adaptées ou pas. Donc ça, c'est plus l'expérience qui va... Et donc, je vous invite à réfléchir en fonction de votre business à ce qui vous semble pertinent. Alors, c'est parti. Donc, il y en a sûrement que vous connaissez déjà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de tous les prendre et de vous dire sur une feuille, est-ce que je l'ai testé? Est-ce que je l'ai testé? Est-ce que je l'ai testé? Il y en a 16. Objectivement, il faut les tester. Voilà. Vous aurez tous les slides après. Hein. Je les balaye très rapidement. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance en marketing digital, mais je les balaye très rapidement. Google AdWords, c'est je paye Google pour qu'il me positionne en haut des résultats sur des mots-clés que je choisis. Voilà, je choisis des mots-clés, je veux que Google me mette premier. Et en fait, je vais payer Google à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur mon site. 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça dépend des mots-clés. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver premier sur Google sur le mot-clé de votre choix. Avec un investissement qui est un investissement que vous choisissez. Voilà. Donc si vous avez une idée, vous ne savez pas, voilà, bah, allez sur Google AdWords, mettez votre site, vous mettez 100 euros, puis vous regardez ce qui se passe. Vous allez payer, utiliser ces 100 euros uniquement s'il y a des gens qui cliquent. Deuxième canal, le display. Donc le display, c'est en gros sur par exemple les réseaux sociaux ou autres, vous allez mettre une pub qui va arriver sous les yeux des gens, ça va s'afficher, display, alors qu'ils n'ont rien demandé. Hein. C'est pas comme Google où ils font une recherche. Là, le display, ça leur pète à la gueule. Et donc là, vous espérez qu'il y ait des gens qui cliquent. Okay, vous pouvez toucher un grand nombre de personnes pour quelques centaines d'euros. Vous pouvez toucher des milliers de personnes avec ça. Troisième canal, le SEO, le référencement naturel. Ça consiste à faire un site intéressant pour monter sur Google sans avoir à payer Google. Bon, la contrepartie, c'est qu'il faut faire un site hyper intéressant pour que Google veuille bien le mettre en haut. Quatrième point, le content. Donc c'est créer un blog avec plein d'articles dessus qui vont intéresser votre cible, qui ne parlent pas forcément de vous, de votre produit, mais qui va intéresser votre cible. C'est moi, par exemple, sur le blog Simple et Beau, on fait des articles sur comment créer son entreprise, comment ceci, comment cela, parce que je sais que ces gens-là, ils vont vouloir créer un site après. Le referral, donc ça on en a fait beaucoup, c'est quand vous avez un client, il faut qu'il vous en rapporte d'autres. C'est le parrainage. Chez Simple et Beau, nous, on était un peu désespérés au début. Du coup, on a mis en place un referral hyper puissant où on disait à nos clients vous avez un site, si vous nous rapportez 3 clients, vous ne payez plus votre site à vie. Terminé. Parce qu'en bon ingénieur, on avait fait notre calcul, hein, si chaque client nous en rapporte 3, bah en fait, ça monte très vite. Donc ceux qui y arrivent, très bien. Ce modèle est possible quand vous avez une marge élevée. Forcément. Parce qu'en fait, sur 4 clients, bah, vous en avez 3 qui payent, parce qu'il y en a un qui est gratuit. Donc si vous avez une marge suffisamment élevée, ça roule, en fait, comme modèle. Donc nous, on a fait ça, et en vrai, ça a bien marché. Les outils gratuits hameçon. Donc là, c'est si vous avez une boîte de geeks, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais bon. En gros, il y a beaucoup de boîtes qui créent des petits logiciels gratuits qui vont servir à plein de gens pour choper plein d'adresses mail, parce qu'il faut laisser son adresse mail pour utiliser l'outil, et derrière envoyer des mails pour présenter son service. Moi, par exemple, dans mon secteur, ça pourrait être un outil d'audit gratuit de site internet. Voilà, vous pouvez auditer, faire un audit en ligne gratuit, c'est un petit truc qui tourne. Vous mettez votre adresse de site, ça mouline et ça vous fait un rapport. Bah, dans votre secteur, il y a peut-être des trucs comme ça.
La prospection dans le dur, ça c'est hardcore. Vous prenez votre téléphone et les pages jaunes et c'est parti quoi. Mais pour beaucoup de startups ça marche. Il faut juste trouver le bon script. Les médias traditionnels, BFM, compagnie. Bon, moi j'ai jamais été fan de ce canal parce que c'est pas hyper répétable. Par exemple, le référencement, on investit et après on a une source de clients permanente. Les médias, on est dans un média, une semaine après on n'y est plus. Hein. Donc faut refaire le taf. Le buzz, donc un truc différenciant, on pense à nos amis qui étaient dans la promo, les plombiers gentlemen, là, je sais pas si qui apportaient une baguette en mode sexy boys, voilà, ça fait parler, ça buzz, etc. C'est sympa. L'affiliation, je sais pas si vous savez ce que c'est l'affiliation. En gros, c'est trouver d'autres entreprises. Nous, on en fait beaucoup. Trouver d'autres entreprises qui vendent déjà un truc à votre cible. Allez les voir et leur dire bon, écoutez les gars, vous avez déjà en client les gens à qui nous on veut vendre notre truc. S'il vous plaît, aidez-nous. Faites un mail à votre base là pour leur présenter ce qu'on fait. En échange, à chaque fois qu'on fera une vente, on vous donnera de l'argent. Ça s'appelle de l'apport d'affaires ou encore de l'affiliation. Et ça, c'est un canal qui est, enfin nous, c'est 50% de notre acquisition, parce que c'est un canal où il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Les revendeurs, donc des gens qui achètent et qui revendent en se faisant une marge, c'est différent de l'apport d'affaires. Là, ils achètent carrément et revendent. Les marketplaces existantes, donc si vous avez un produit Amazon, etc. Les salons, bon, j'ai jamais été fan de ça non plus. Les formations, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font une formation gratuite sur un sujet. Formation gratuite sur le feedback, 5 vidéos, livre blanc, machin. Donc forcément, tu attires tous les mecs qui sont intéressés par le sujet. Et puis dans ton contenu, que tu leur donnes gratos, tu fais ta pub, forcément. Puis tu mets un code promo pour que les gens y testent, quoi. 3 mois gratuits, tout ça. Communauté, on pense à nos amis de Life Mentor et Co. On crée un gourou sur un sujet qui va pouvoir fédérer un grand nombre de personnes autour d'une thématique et après essayer de leur vendre un maximum de choses. Voilà. Bon, les 3 règles d'or, c'est que ça sert à rien d'avoir tout au final. Il faut au moins, on peut tester plein de choses, mais au final, il faut en avoir 3 de ces canaux parfaitement maîtrisés. Parce que comme je le disais, par exemple l'AdWords, quand j'avais testé, ça marchait pas du tout. C'est juste que j'étais nul pour paramétrer la chose. Et en fait, en mettant vraiment du jus de cerveau, en essayant de se former sur le truc, on a fini par le faire marcher. Deuxième règle d'or, pour choisir lesquels on peut tester en premier, il faut déjà exclure ceux qui vous semblent aberrants pour votre secteur, tester tous les autres et aussi prendre beaucoup de conseils auprès des entreprises startups similaires. Et enfin, du coup, comment on fait pour choisir? C'est quoi l'équation pour savoir lesquels sont pertinents? C'est le cash disponible. Si vous n'avez pas beaucoup de cash, vous n'allez pas pouvoir faire la une du monde, quoi. La vitesse souhaitée. Donc, par exemple, il y a des canaux comme le référencement qui prennent beaucoup de temps. Donc, si vous êtes pressé, c'est pas le canal qu'il vous faut. La saturation ou non du canal. Donc, vos concurrents, est-ce qu'ils n'ont pas déjà tout bouffé? Quels canaux ils ont déjà enseveli, quoi. La pertinence par rapport aux produits et services et les compétences que vous avez. Si vous n'êtes pas un buzzman ou si vous n'êtes pas vous n'avez pas l'âme d'un gourou comme nous, on est plutôt tech, ingé, il faut plutôt s'orienter vers les canaux tech, ingé. À l'inverse, si vous sentez de faire des trucs, de vous mettre d'incarner votre produit, de vous mettre en avant, etc.,
Peut-être que la prospection dans le dur, le média traditionnel, le buzz, les salons et la communauté, c'est vos trucs, quoi. C'est quand même cool de se dire, ok, l'acquisition, la vente, en fait, c'est pas compliqué. On a un truc, une liste à tester, on y va. C'est parti, en 6 mois, on peut trouver nos top 3. Alors une question qui se pose, c'est quel outil utiliser pour vendre? Est-ce que c'est HubSpot, Pipedrive, je sais pas quoi, machin? Ma réponse à cette question, c'est que ce n'est pas un sujet avant d'avoir fait au moins 50 à 100 ventes. C'est pas l'outil qui va vous permettre de vendre, pas du tout. Nous, on était sur Excel jusqu'à 400 clients. Donc, il faut pas trop chercher des problèmes, quoi. Faut aller vendre. Voilà. C'est comme quand vous savez pas faire de vélo, changer la roue, ça va rien changer. Hein. Faut tomber, voilà, c'est tout. Donc, vous allez changer de toute façon à plein de reprises d'outils. Vous allez sûrement passer d'Excel à un truc assez simple comme Pipedrive, à un truc complet comme HubSpot et à un truc de dingue mais compliqué et hyper pas ergonomique comme Salesforce. Mais donc, c'est un sujet de riche, en gros. On va faire un petit point sur la levée de fonds, sur le financement. Nous, on a fait un choix qui était de pas trop lever de fonds. Et en fait, c'est un choix qui s'imposait un peu aussi à nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de business angels qui veulent investir sur une agence web. Avant que ça marche. Une fois que ça marche, alors là c'est bon, c'est la folie. Mais avant, il y a moins de monde. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, vous partager, c'est que il y a un espèce de mythe autour de la levée de fonds. Parce que comme tout entrepreneur qui se respecte, vous êtes inscrit aux newsletters Madines, French Web, etc. Et qu'on vous présente en héros, en star, les entrepreneurs qui ont levé des fonds. Et donc, quand on est du côté investisseur, donc je le suis, mais de façon très humble et modeste, hein, je vois quand même, et mes amis entrepreneurs aussi, le dark side de la levée de fonds. Le dark side de la levée de fonds. Et souvent, ce dark side, il n'y a pas d'article dessus. Donc, via le slide suivant, j'aimerais démystifier la levée de fonds et vous dire tout le mal que j'en pense, malgré le fait qu'on ait levé des fonds 2 fois. On a levé des fonds 2 fois, mais dans de bonnes conditions. Et ça change tout. Le mythe de la levée de fonds. Trop stylé, la levée de fonds. Donc, en façade, qu'est-ce qu'on voit sur Madines? La start-up Super Carotte lève 1 million d'euros pour accélérer sa croissance et on voit les 3 fondateurs, bras croisés, le regard serein. Et tout le monde qui commente, bravo Michel, bravo Bidule, t'es un héros. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La réalité, c'est ça. Bon, là je prends le regard pessimiste. Hein. Après, je mettrai de l'eau dans mon vin. La réalité, c'est que Michel n'avait plus suffisamment de cash pour survivre. Donc, il a dû lever des fonds. La réalité, c'est que les fondateurs ont cédé 25% de leur entreprise et ils ont accepté un pacte d'actionnaires parfois contraignant. Donc, ils ont cédé à des investisseurs un pouvoir de contrôle. Pour l'instant, tout va bien, mais dans 5 ans, les intérêts pourront probablement diverger. Et la réalité, c'est que les fondateurs ont passé 6 mois à s'occuper de la levée de fonds et ils n'ont rien vendu, enfin ou peu vendu pendant ce temps-là. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une clause de ratchet? Alors, une clause de ratchet, c'est un truc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais purée, c'est quoi ce truc? Quand vous avez une entreprise qui lève, par exemple, 10 millions d'euros sur une valorisation de 30 millions. Donc, en gros,
ils ont cédé un quart ou un tiers, en fonction de si c'est post ou prémoni, de leur entreprise. Donc ils ont levé 10 millions sur une valo de 30. Ok ? Du coup, ils ont cédé 30%, ils ont 60, en gros, ils ont les 2 tiers de leur boîte encore. Quand la boîte va être vendue, est-ce qu'ils vont récupérer les 2 tiers du prix de vente? S'ils vendent la boîte, je sais pas moi, 10 millions, est-ce qu'ils vont récupérer 2 tiers de 10 millions? Alors qu'ils ont 2 tiers de la boîte. Ben, pas du tout. Pas du tout. Parce que sur ces grosses levées de fonds, il y a toujours une clause de ratchet qui dit que les investisseurs se servent en premier, c'est-à-dire qu'ils récupèrent leur mise avant la distribution au pourcentage. Donc, quand on lève 10 millions sur une valo de 30 millions, si la boîte est revendue 10 millions, les fondateurs touchent 0. Voilà. Donc, quand on fait une grosse levée de fonds, il faut être sûr, mais vraiment sûr, qu'on va aller dans les étoiles, qu'on va vraiment faire une valorisation d'au moins 30 millions dans cet exemple. Okay ? Donc, en fait, une levée de fonds, c'est un peu comme un prêt quand il y a une clause de ratchet, parce que à la revente, il faudra rembourser les investisseurs, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds sur une grosse valorisation, mais en fait, c'est un petit peu un piège, parce que si jamais ils revendent la boîte moins cher que cette valorisation, ils ne vont pas récupérer du tout d'argent. Donc, nous, typiquement, mais ça peut avoir du sens pour des boîtes qui sont hyper confiantes sur le truc. Voilà. Donc, nous, la stratégie qu'on a eue, c'est de faire des levées de fonds en étant en position de force par rapport aux investisseurs. Donc, toujours de lever moins que ce qu'on aurait pu, de faire beaucoup de chiffre d'affaires avant de lever des fonds, parce qu'à ce moment-là, on arrive en position de force et on dit aux investisseurs, bon, on aimerait bien faire une levée de fonds, si on n'en fait pas, c'est pas grave. Si vous voulez investir, il n'y aura pas de clause de ratchet. Voilà. Et donc ça, on peut le faire que quand on est en position de force. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dark side de la levée de fonds. Et donc, il y a plein d'entrepreneurs qui font les beaux dans les médias parce qu'ils ont fait une grosse levée de fonds, mais ils ne racontent pas qu'ils ont cette clause du coup dans leur pack d'actionnaires. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut lever des fonds? Si vous en avez besoin pour survivre, bon, c'est mauvais signe, mais vous n'avez rien à perdre, donc autant lever des fonds. Si c'est pour être le first player d'un marché, c'est-à-dire que si vous êtes sur un marché où, comme on dit, le premier gagne tout, il y a des marchés comme ça, eh bien, oui, il faut lever des fonds. Les marchés qui sont de ce type-là, c'est des marchés souvent où c'est le nombre d'utilisateurs qui fait la beauté du produit. Airbnb, il faut qu'il soit le premier. Voilà. Nous, on vend des sites internet, qu'on vende à une personne, bon, on veut quand même être les premiers, mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même de la valeur pour le client si on n'est pas les premiers. Et si vous n'en avez pas besoin, c'est aussi une bonne raison de lever des fonds, parce que vous êtes en position de force. Ça peut être parce que vous en avez besoin plus tard, ou parce que vous voulez gagner du temps. Lever des fonds, c'est aussi recruter plus rapidement que ce que vous pourriez avec votre chiffre d'affaires. Mais c'est un choix raisonnable. Vous levez quand vous n'en avez pas besoin, quand vous avez de l'argent sur votre compte en banque, quand vous savez que même si vous ne levez pas, vous continuez. Vous êtes beaucoup plus serein quand vous allez chercher des fonds. Du coup. Donc c'est pour ça que moi, mon conseil, pour les business qui ne sont pas des business où le premier gagne tout, mon conseil perso, c'est de faire du chiffre d'affaires avant d'aller lever des fonds. Comme ça, vous pouvez ne pas avoir de clause de ratchet. Mais bon, c'est qu'un choix. Il y a d'autres entrepreneurs qui disent non, moi je m'en fous, je veux lever à fond et tout. Et peut-être qu'après, ils auront une licorne, et ils auront 1% d'une licorne, mais ils gagneront plein d'argent. Bon, voilà. Après, c'est des types d'entrepreneuriat différents. Comment pêcher du bon business angel? Donc,
C'est un peu comme la vente, finalement. Pour trouver des investisseurs, il faut persévérer, 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 persévérer. Nous, on a fait vraiment un max sur le réseau. Donc on a sur notre première levée de fonds, il y avait un parent, un ami de parent, un parent d'amis, un réseau des anciens de l'ESCP. On est allé pitcher dans je sais pas combien de dizaines de concours de pitch, d'écoles, de trucs de bidule. On en a chié, mais finalement il y en a deux qui étaient chauds. Et un mini-fonds chez qui un ami travaille en tant qu'analyste. Donc c'était réseau à fond. Voilà. Et petit conseil qui nous a beaucoup aidé, si vous cherchez de l'argent, demandez des conseils. C'est-à-dire que si par exemple vous avez le père d'un pote qui a plein de fric et que vous aimeriez bien qu'il investisse dans votre boîte, et dites pas, lui envoyez pas un mail, salut, est-ce que vous voudriez investir dans notre boîte? Non, vous lui demandez des conseils. Vous lui écrivez, hello machin, j'ai vu que tu cartonnes dans ton activité actuellement. Moi je me lance, j'aimerais énormément avoir de tes conseils. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Le mec est valorisé, il va accepter de déjeuner avec vous. Et si vous êtes bon, c'est lui, à la fin du déjeuner, qui va vous dire, bon, et c'est quoi les next steps du coup pour toi? Il dit, je vais chercher peut-être à lever des fonds, machin, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Ok, bon quand tu chercheras, tu me feras signe. Peut-être ça peut m'intéresser. Voilà. Donc c'est à lui, demandez des conseils, il vous donnera de l'argent. Et inversement, si vous voulez des conseils, des vrais conseils, allez demander de l'argent. Chez des Kima, ou des vrais investisseurs. Là, ils vont nous, ils nous ont défoncé. Mais c'est des super conseils. C'est des super conseils. Donc, si vous cherchez de l'argent, demandez des conseils. Si vous cherchez des conseils, demandez de l'argent. Merci beaucoup. C'était excellent. Exactement le type de choses qu'on avait envie de partager avec les entrepreneurs. Je voulais te poser quelques questions un peu pour globalement la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont des entrepreneurs qui se lancent et souvent la première question c'est vraiment le par où commencer. Donc peut-être pour venir un tout petit peu aux origines de Simplevo, j'ai plusieurs questions. Alors par rapport à la levée de fonds, la première chose c'est très souvent des entrepreneurs qui commencent vont se dire pour commencer j'ai besoin d'avoir de l'argent. Donc cette question de la levée de fonds va justement précéder toute idée d'avoir un produit à vendre et de faire du CA. Donc quelque part toi au niveau de Simplevo, comment tu as fait au début pour pouvoir te lancer avec ou sans argent? Comment est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires pour convaincre des investisseurs de lever? Parce qu'il y a toujours cette discussion avec les investisseurs qui disent super ton projet mais reviens me voir quand tu fais ton premier CA. Mais si tu as besoin d'argent pour faire ce premier CA, un peu la poule et l'œuf, comment elle est réalisée? Et puis peut-être vous, du coup, ça a été à quel moment que vous avez levé sur les années? L'autre question. Alors, donc déjà, c'est mon point de vue, c'est pas la vérité, mais je donne juste mon point de vue. Qui réussit à lever des fonds sans faire de chiffre d'affaires, sans avoir des métriques importantes, ce sont les entrepreneurs qui ont déjà réussi. Oui, il y a des gens qui se lancent et qui vont voir des investisseurs et qui disent ouais, c'est bon, on n'a même pas de produit, on a levé 2 millions. Mais c'est parce qu'ils ont déjà fait des boîtes avant et qu'ils ont fait gagner de l'argent à ces mecs. Du coup, forcément, ils peuvent commencer comme ça, comme des rois. Mais pour tous les autres qui n'ont pas déjà fait gagner de l'argent à des investisseurs, il y a deux cas. Soit ils ont plein de thunes dans leur réseau, leurs parents, etc. Mais bon, ça c'est la minorité. Donc ok, ils peuvent faire un truc. Soit c'est pas le cas, là c'est la grande majorité, et à ce moment-là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça va être très compliqué de convaincre des gens juste sur une idée, sur un truc qui fait pas de chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas le choix. Il faut être malin pour réussir à atteindre du chiffre d'affaires avec les moyens du bord. Et souvent, on voit des entrepreneurs qui font des dépenses qui n'ont pas de sens avant de faire du chiffre d'affaires.
Donc, par exemple, prendre des locaux, typiquement, ça n'a pas de sens. Enfin, nous, typiquement, hein, pour commencer, on n'avait que des logiciels gratuits. On vivait en faisant de la prestation. On travaillait entre guillemets à mi-temps en vendant nous des sites internet un peu comme ci comme ça, ou en faisant des petites prestations à droite à gauche pour vivre entre guillemets. Il y en avait un qui avait le chômage, donc voilà, on s'arrangeait avec ça. Mais la clé, c'est de dépenser peu. C'est pas de trouver de l'argent, c'est de dépenser peu. Pour les locaux, on a bidouillé des trucs pour avoir des locaux gratuitement ici. On peut faire du troc aussi. Nous, notre avocat, on ne pouvait pas trop le payer. On lui a dit, bon, bah, est-ce qu'on peut te faire ton site internet? Est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve un arrangement? Bah, je vais t'apporter d'autres amis. Voilà, c'est la débrouille. Voilà. Donc ça, c'était ta première question. La deuxième question, c'était la levée de fonds. Pourquoi on a levé et à peu près à quel moment? Et à quel moment? Alors nous, on a levé, la première levée, on avait 300 clients à peu près qui payaient un abonnement à 50 € par mois. Et en fait, le calcul, il est simple. On a levé de l'argent quand on n'en avait plus besoin pour survivre. Voilà. On n'en avait plus besoin. Donc, en gros, on avait fait un petit calcul savant, qui était de dire, si on a 100 clients qui payent 50 € par mois, ça fait déjà un petit pactole, okay, ça fait 5 000 € par mois. Ça peut payer une personne avec les charges, tout. Donc si on a 300, on peut payer 3 personnes, 3 associés, et on peut aller du coup voir des investisseurs en leur disant, bon bah on peut continuer comme ça à croître doucement sans investisseurs, c'est une des possibilités qu'on a, et on se pose la question de lever des fonds et d'aller 5 fois plus vite en cédant une partie de notre capital à des investisseurs. Et c'est ça qui nous excite. Mais au pire, si on ne lève pas, on continuera sans vous. Et du coup, on était hyper serein quand on allait chercher des fonds. On a été intransigeant sur les clauses. On a pris le temps aussi de le faire petit à petit, d'évangéliser des gens, etc. De faire travailler notre réseau. On était suffisamment serein pour impliquer nos proches. Parce que là, qui a investi, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a un parent, un pote de parent, un parent de pote. Quand vous investissez vos proches comme ça, si on ne faisait pas de chiffre d'affaires, j'aurais jamais osé, par peur de nuire à notre relation, leur demander d'investir. Mais si je fais déjà du chiffre d'affaires, je suis vraiment convaincu que ça marche, moi-même si j'avais de l'argent, j'investirais, parce que je sais que je vends mon truc, et ben quand je vais voir les investisseurs, ils le sentent. Ils le sentent, ça se sent. Et quand on leur dit qu'il y a des potes, des parents de potes, des parents machin qui chacun ont mis 5 000, 10 000, parce que honnêtement, je reprends la casquette investisseur. Quand je vois des gars qui ont fait des masters SP à 30 000 boules à l'ESCP et qui me disent qu'ils n'ont pas 5 000 € à mettre dans leur boîte et qu'ils veulent que nous on mette 50 000. Je dis, il y a un truc, il faut que je comprenne. Explique-moi pourquoi. Est-ce que tu as fait un prêt? Ah non, c'est mes parents qui m'ont payé mon truc. Ah ok, ils t'ont payé ton truc et là tu n'arrives pas à les convaincre de mettre 5000 balles. Enfin bon, en gros, il faut juste qu'il y ait une cohérence dans le truc et que ce que vous demandez aux autres, vous soyez limite prêt à le faire vous-même ou le faire à vos proches, et là ça roule. Voilà. Du coup, j'ai une autre question. Donc, par rapport à cette levée de fonds, tu dis que c'était pour accélérer, mais il me semble aussi que c'était pour innover, pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça me ramène aussi à autre chose qui est dans ce travail donc de vente, ça t'amène à rencontrer tes clients, du coup à les écouter, à entendre plein de suggestions de la part des clients qui disent ah, ce serait génial, c'était comme ci, comme ça, comme ça. Quand en plus tu es sur un produit technologique, bah, du coup dans tes équipes, tu as les équipes commerciales et les équipes tech
qui vont devoir communiquer. Donc comment est-ce que vous avez fait, et je repars encore quand même pas mal au début pour pouvoir vraiment permettre aux gens qui se lancent de se reconnaître. Donc dans la, je sais pas, première année et demie de Simple et Beau, quand vous avez commencé à chercher à essayer à vendre, qu'il y a eu ces retours du terrain, qu'il fallait convaincre l'équipe tech de changer ou non les choses, comment ça s'est passé en fait très concrètement? Alors déjà, le fait d'avoir offert notre prestation, le deal, c'était bon, on vous l'offre, par contre, on compte sur vous pour nous donner un peu de temps après, pour nous faire du feedback. Voilà. Donc déjà, dès le début, il y avait un espèce d'accord moral sur le fait qu'il passerait un peu de temps avec nous. Et après, en fait, ces clients pilotes, on les a fait parler, on les a fait venir, on les rencontre, on fait des goûters, on fait des déjeuners tous ensemble, etc. Et on leur fait dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Parce que quand ils ont un truc gratos, ils ont toujours tendance à dire « ouais, c'est cool, machin ». Je dis « non, ça, je m'en fous ». Ce qui m'intéresse, c'est si c'était 100 € par mois, est-ce que tu le paierais? Donc là, il s'inquiète, il dit « oula, il va passer en payant ou quoi là ?» Et là, il me dit « bah non ». Il dit « ah, pourquoi? Là, ça m'intéresse. Ça t'apporte pas assez de valeur ajoutée, il te manque des fonctionnalités. » Et là, on commence à avoir une discussion intéressante. Donc c'est au contact des clients qu'il faut rencontrer, qu'il faut faire parler et qu'il faut mettre dans une bonne disposition pour les faire parler. Il faut leur faire comprendre que ça vous rend service de vous défoncer votre truc. Et le problème, si vous demandez à vos potes, machin, tout le monde vous dira que c'est cool. Mais on s'en fout de leur avis. Ce qui compte, c'est les gens qui sont prêts à payer. Voilà. Donc proximité, demande proactive de feedback. Et surtout, on met au défi les clients de payer pour le truc, si jamais c'est gratuit. Et quelles ont été alors les premières fonctionnalités que vous avez mis en place et celles que, en gros, dès le début, vous aviez l'intuition que ça valait la peine, mais ça a mis, enfin, vous avez vraiment attendu parce que c'était juste pas, vous n'avez pas le temps en fait, ou l'argent ou... Bah franchement, il y en a tellement. Alors, je réponds pas exactement à ta question, mais je dis un truc une des grosses erreurs qu'on a faites, c'est aussi de trop écouter les clients. C'est-à-dire que au début, on veut faire le truc génial. Donc, il y a un pauvre client qui nous demande un truc. On se pose pas de questions. On se dit, on va le faire. Ça semble crucial et tout. On l'a rencontré. Il nous a dit que c'était voilà. Et en fait, après, on a mûri sur le sujet. Et à chaque fois qu'un client nous dit un truc, maintenant, on a la maturité de se demander, ok, est-ce que ce développement va bénéficier et être utilisé par tous les clients? Ou est-ce qu'on est en train de répondre à un caprice de un client précis? Et si c'est un caprice d'un client précis, mais qui est prêt à payer, hein, donc c'est tentant, parce qu'on dit, purée, il est prêt à nous payer, quoi. Non, faut surtout pas le faire si c'est pas pour le bénéfice de tous. Donc les premières fonctionnalités qu'on a développées, c'était des conneries, c'était des fonctionnalités pour des besoins spécifiques d'un certain type de client. Les médecins, ils nous ont demandé un module de prise de rendez-vous spécial médecin, déontologie, etc. Non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas le vendre à toutes les autres entreprises. Du coup, on est en train de faire une autre boîte en parallèle, là, une autre fonctionnalité. Il faut rester sur ce qu'on fait et le faire très très bien. Voilà. Et comment, du coup, vous avez réussi à déterminer votre cible principale? Parce que c'est un peu, encore une fois, quand on est au début, on se dit qu'on va apporter un service, on va tout faire pour tout le monde. Et du coup, cette cible, comment vous l'avez trouvée et à quel moment vous l'avez sentie, quoi? Nous, ça a été celle à qui on arrivait à vendre, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est qu'au début, on met une énergie de dingue pour vendre, jusqu'au moment où, purée, là, on a réussi à faire 3 ventes à cette typologie de clients. On essaye de trouver les points communs entre ces gars. Et du coup, on construit petit à petit un persona, comme on dit, par l'expérience. On avait fait toute une théorie, machin, alors on pense que notre cible idéale, c'est lui, machin, etc. Bon, nous, il se trouve qu'on s'était totalement planté et qu'on a été confronté lors de la vente
à cet échec et du coup à découvrir qui était notre réelle cible. Donc encore une fois, je pense que la théorie c'est bien, mais pour savoir par quelle porte passer, il faut essayer de toutes les ouvrir. Et puis à un moment, il y en a une qui va avoir énormément d'énergie. On teste tout et là où ça marche, on fonce, quoi. Faut pas trop anticiper, etc. On bombarde. Enfin, moi perso, j'ai pas réussi à anticiper ce qui allait marcher. C'est intéressant, tu penses quoi de ces modèles où effectivement il faut déterminer la persona avant de se lancer, imaginer comment elle vit, etc. C'est quelque chose qui... C'est comme les maths, c'est-à-dire que c'est hyper utile pour façonner le cerveau et pour, une fois que ça marche, avoir compris pourquoi ça a marché. Et du coup essayer de le répéter, essayer de modéliser finalement, de comprendre ce qu'on a réussi en fait. Mais je trouve ça extrêmement, enfin moi en tout cas, on n'a pas réussi chez Simple et Beau à le faire en amont. C'était genre à chaque fois compliqué quoi. Peut-être qu'avec l'intuition, l'expérience sur un marché, on le développe, mais au début c'est extrêmement dur. Nous par exemple, on était convaincus qu'à un moment notre cible idéale c'était par exemple les avocats, parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont le droit de communiquer depuis pas longtemps, parce que ils ont besoin d'un site internet ils sont très sur la réputation, etc. Donc on était convaincus que c'était par là, parce que ça cochait toutes les cases. Voilà. Sauf qu'en fait, quand on passe à la vente, on se rend compte que l'avocat, il a une secrétaire, que la secrétaire, son boulot, c'est de filtrer les commerciaux, que l'avocat il n'a pas le temps de nous répondre, qu'il a beau avoir le droit de communiquer dans sa tête, il y a 10 ans où en fait il pense que communiquer c'est mal parfois, et à l'inverse d'autres cibles, les artisans du bâtiment qu'on pensait totalement fermés au digital, en fait ça se vend comme des petits pains. Voilà. Mais c'est l'expérience de la vente qui nous l'a montré. J'ai une question sur le marketing digital. Je me souviens que quand tu étais mentor de Davai, notamment parmi les échanges que tu avais avec eux, c'était ce que tu partageais en tout cas sur le marketing digital, c'était une approche assez intuitive par rapport à ces potentiels, donc je pense à Facebook Ads ou Google Ads, etc. Et non pas le suivi d'une recette qui donnerait forcément la bonne manière de faire. Comment tu vois à quoi je fais référence? Comment ça se passe? Quelle est ton approche en fait du marketing digital? Alors le marketing digital, donc comme je le disais, faut prendre les 16 canaux, faut prendre les critères, et dans les critères il y a une part d'intuition, hein. Le gros critère, c'est est-ce que ça correspond à votre business. Bon, ça c'est hyper subjectif et c'est beaucoup d'intuition, d'expérience. Donc pour ça, il faut discuter avec plein d'autres entrepreneurs, je pense, qui attaquent la même cible pour d'autres produits, d'autres services, et leur demander et toi, pour cibler cette cible, tu fais comment? C'est quoi qui marche? C'est quoi qui marche pas? Et quand par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais quand on a un business très visuel, par exemple on fait je sais pas moi, un produit avec un super design, etc., Instagram ça a du sens. Quand on fait du B2B, on vend à des entreprises, c'est un peu bizarre d'aller sur Facebook, faut mieux aller sur LinkedIn, parce que statistiquement ils vont passer beaucoup plus de temps sur LinkedIn, nos cibles, que sur Instagram ou Facebook. Donc il y a une certaine intuition, mais qui est assez logique, hein, finalement, à avoir pour prioriser les canaux. Voilà. Et par rapport aux métriques que si tu utilises, comment tu vas comprendre toutes les métriques derrière dans le back-end de Facebook ou de Google, où tu vas avoir plein d'informations sur est-ce que les gens ils sont restés sur ton site, ils ont quitté ton site, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une science de ça, ou est-ce que encore une fois c'est la pratique qui te... Alors il y a une science, mais qui est hyper balèze à mettre en place.
C'est-à-dire que y a des outils qui permettent de tout traquer et de savoir grâce à quoi les ventes ont été faites. Mais le problème, c'est que c'est toujours un petit peu flou, parce que le client, il nous a vu dans un mail, après il nous a vu sur Instagram, et puis après, si on fait plusieurs trucs en parallèle, c'est la notion de l'attribution du client à un canal qui n'est pas si évidente que ça, en fait. Et donc, une méthode qui peut fonctionner, c'est de les faire un par un, ceux pour lesquels vous avez une bonne intuition, pour voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est que parfois, c'est la combinaison de plusieurs trucs qui marchent. Par exemple, nous, sur la création de site, si on fait de l'AdWords tout seul, ça marche pas très bien. Parce que les gens, quand ils pensent à faire un site, ils tapent créer un site, ils cliquent, mais c'est une réflexion un peu long terme. Par contre, si on fait de l'AdWords et qu'après, on fait du retargeting sur les gens, c'est-à-dire que les gens qui ont cliqué sur Facebook, dans les 2 semaines qui suivent, ils ont notre pub qui arrive comme ça, à un moment, ça va marcher, la combinaison des deux. Donc c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Donc oui, c'est une science, on peut essayer de mesurer pour être un peu moins dans le flou, etc. Mais c'est aussi, je pense, beaucoup d'expériences de start-up qui sont sur le même secteur, qui ont, eux, beaucoup d'avance et donc beaucoup d'outils de mesure que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui. Et il faut discuter avec ces gens-là pour pas refaire leurs erreurs et partir directement dans la bonne direction, un peu à l'aveugle, à la confiance, quoi. Mais ça, c'est de la semi-science, quoi. J'ai 3 dernières questions. Qu'est-ce que tu penses du growth hacking et de tout ce qui est scrapping assez à la mode, où souvent pareil, quand on commence, on a tendance à se dire ok, je vais scroller LinkedIn, je vais tout scroller, je vais envoyer des mails massifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Tu as un point de vue dessus? Alors nous, on est très RGPD friendly. Enfin, en gros, on a la chance d'avoir un directeur technique et une équipe en sens large qui veut vraiment faire les choses de façon hyper éthique, parce qu'on veut construire une marque. Donc, et on a beaucoup d'empathie. C'est-à-dire, on se met à la place des cibles et on dit, est-ce que nous, on aimerait à leur place être démarché par téléphone par un mec qui veut te vendre un truc que tu connais pas ni d'Ève ni d'Adam? Non, la réponse est non, donc on ne va pas le faire. Est-ce qu'on aime recevoir des mails d'un gars à qui j'ai jamais parlé ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait même pas comment il a trouvé mon adresse mail? Non, la réponse est non. Donc ça, c'est la réponse de base. Mais après, on peut être malin. C'est-à-dire que le gros hacking, c'est pas que des trucs de pirates comme ça. Ça peut aussi être des trucs très malins et que j'aime recevoir moi-même. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de temps, j'ai reçu sur LinkedIn, moi je me suis fait prospecter par un gars qui m'a fait une petite vidéo d'1 minute où la première image de la vidéo c'était mon site à moi. Et en fait, en 1 minute, il m'a fait l'analyse de mon site internet, de toutes les améliorations UX principales qui pourraient être faites. Et à la fin, il me dit « Salut, moi je suis Michel Dupont, expert en UX. Je pense qu'on peut faire encore mieux que les conseils que je t'ai donnés. Si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en dessous de ma vidéo. » Il m'apporte de la valeur, il me fait goûter à son expertise. C'est pas un truc de bourrin illégal, machin. C'est génial. Là, je suis content de recevoir ça. Donc ça, boum, je transfère à mon équipe commerciale. Les gars, vous faites essayer pareil. Faites des audits de sites internet comme ça, en vidéo. Donc, pour moi, la clé du gros hacking, c'est l'empathie. Il faut se mettre à la place des cibles et qu'est-ce qu'on apprécierait recevoir comme type de prospection. Moi, le gros hacking, je le vois plus, non pas comme une matière technique, je le vois comme une matière justement d'être malin. Non pas par la technique, mais par la méthode. Ou le gros hacking, par exemple, faire un partenariat avec... penser à
à faire de l'affiliation avec un syndicat professionnel. C'est une forme de gros hacking si on veut, parce que tous les autres l'ont jamais fait. C'est pas technique, c'est pas illégal, c'est pas je sais pas quoi, mais ça peut être considéré comme du gross hacking. Voilà. Donc encore 2 questions. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent. Quelqu'un qui veut faire un site, il peut aller sur pas mal de sites internet français, internationaux pour le faire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes différencié spécifiquement en fait, si on utilise Simplebo, c'est parce qu'on va chercher quel type d'accompagnement? Et éventuellement, comment vous êtes arrivé à cette spécificité? Alors en fait, pour créer un site internet, il y a des milliers d'outils pour le faire. WordPress, Wix, etc. Shopify, PrestaShop. Et en fait, nous, on n'est pas un outil. On n'est pas un outil. On est un service. On fait le travail pour le client. Donc c'est pas du tout la même promesse. On ne dit pas au client, tiens, je te donne ce logiciel et tu te débrouilles. Nous, ce qu'on dit au client, c'est pas ton métier, t'as pas le temps, tu veux que ce soit fait par des pros. Ok, on est là pour toi. T'as juste à répondre à nos questions et on fait le travail pour toi de A à Z. Sauf qu'en interne, on a des super outils un peu automatisés qui nous permettent de le faire beaucoup moins cher qu'une agence web, qu'un consultant traditionnel. Voilà. Donc on fait le taf pour le client, on ne lui demande pas de le faire. Voilà. Et c'est ça qui nous distingue, c'est qu'on aspire à être la plus grande agence web d'Europe. Voilà. Mais on n'est pas un outil, on est une agence web. Ça fait peur aux investisseurs. Agence web, ils pensent pas scalable, humain, plein de salariés, etc. Non, on est une agence web scalable. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on se distingue. Et ça, c'était décidé dès le début ou ça s'est déterminé Non, ça s'est déterminé petit à petit. Hein. Donc il y en a beaucoup qui vous diront oui, c'était notre vision, machin. Nous, ce qu'on voulait, c'était survivre, vendre des sites internet. Donc on s'est mis à vendre des sites internet. Au bout d'un moment, on en avait marre de faire 50 fois la même chose. Du coup, on a automatisé. À un moment, on s'est dit, ah ouais, quand même, si on automatise, c'est vrai qu'on peut faire un volume de dingue et tout. Et petit à petit, on a construit cette vision. Mais nous, on a foncé par la vente. Vente. On réfléchira en gros à notre baseline de logo plus tard, à notre grande vision sur Madines plus tard. Commençons par faire du chiffre, à rendre des clients contents, et après on en déduira ce qu'on est en fait. Mais pour l'instant on avance quoi. Voilà. On veut faire du chiffre d'affaires, on veut vivre en étant entrepreneur. Et du coup, j'arrive à ma dernière question. Si tu peux nous parler un peu de cette aventure entrepreneuriale, elle a commencé à 3 et puis maintenant vous êtes plus d'une 50aine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de dans tout ce que tu nous as raconté, quelle est la part de collaboration entre associés, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui comme management d'équipe et comment est-ce que tu fais pour que quelque chose que je retrouve très souvent quand j'ai l'occasion de venir dans tes locaux, c'est que quelque part tous tes collaborateurs sont un peu des commerciaux de Simplebo. Enfin, votre attention aux clients, elle va au-delà. C'est une attention aux collaborateurs, une attention aux partenaires. C'est tout un état d'esprit en fait que vous avez mis en place. Je veux bien que tu conclues un peu là-dessus. Alors oui, effectivement, nous on a une de nos grandes valeurs, ça peut sembler un peu pipeau comme ça, mais c'est la bienveillance. Et en fait, on a toujours été hyper bienveillants entre nous, entre fondateurs, avec les salariés, avec les clients. Et parfois, il y a des choix à faire dans une entreprise. Par exemple, à un moment, il faut faire un choix entre le chiffre d'affaires et la bienveillance. À un moment, il faut faire un choix entre se débarrasser de quelqu'un un peu salement et la bienveillance. Il y a toujours des choix à faire et on a toujours fait celui de la bienveillance.
quitte à être une boîte de bisounours, en fait, avec tous les défauts que ça implique. Et cette notion de bienveillance, elle évolue aussi. Quand on était plus jeune, on pensait que la bienveillance, c'était d'avoir un baby-foot, d'avoir des cacahuètes, des fruits dans les locaux et de prendre des bières avec les salariés. Pour nous, c'était ça la bienveillance pendant les premières années. Et après, on a mûri et on s'est rendu compte qu'en fait, la bienveillance, ça, c'était la bienveillance de niveau 0, quoi. La bienveillance de niveau 1, de niveau plus élevé, c'est une bienveillance exigeante. C'est comme les parents, en fait, quelque part. C'est quelqu'un qui dit oui à tout, machin, tiens, plein de bonbons, plein de trucs. C'est pas la vraie bienveillance, ça. La vraie bienveillance, aujourd'hui, telle qu'on la voit, parce qu'on a mûri, c'est de faire du vrai feedback aux gens sur comment ils peuvent s'améliorer, quand il y a une critique à faire, de la dire, mais de façon claire, nette, précise, sans épargner la personne en face, mais qui sentent que c'est tellement amené dans le but de le faire progresser que c'est de la bienveillance. Voilà. Et donc c'est cette notion de bienveillance qu'on essaye de cultiver chez Simple et Beau. Et ce qui est sûr, c'est que les fondateurs, leur attitude se propage dans l'entreprise, surtout quand on recrute des juniors. Quand on recrute des juniors qui n'ont jamais bossé dans une boîte, leur modèle, c'est vous, en fait. Leur modèle de salariés, de personnes professionnelles. Et donc, c'est hyper important d'inspirer les gens en agissant tel que vous voudriez qu'ils agissent. Mais c'est que des petits trucs. Mais c'est des notions de base, mais il faut vraiment agir comme vous voulez que les gens agissent. C'est pareil, c'est un peu la même notion que les histoires de gros hacking, RGPD, machin. C'est toujours pareil. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et du coup, ça se retrouve dans les échanges avec les clients que vous avez, toute cette éthique-là. Ouais, ça se ressent dans les échanges, dans les avis clients qu'on a tous les jours sur Google ou sur Trustpilot. Et aujourd'hui, en fait, ça se transforme. C'est-à-dire que, je ne sais plus combien, on a peut-être 1500 avis positifs sur Internet un peu partout. On nous traitait de bisounours avant, les commerciaux, les vrais, qui eux faisaient du porte-à-porte pour vendre des sites internet et qui cartonnaient à l'époque, sauf que leurs clients se barrent au bout de 12 mois. Aujourd'hui, c'est toujours le pari du long terme, en fait, la bienveillance. Donc ça dépend vraiment de votre modèle, encore une fois. Nous, on a toujours misé sur la relation long terme avec nos salariés, avec nos investisseurs, avec nos clients, avec nos cofondateurs. Et il y a d'autres entrepreneurs que je respecte totalement, qui font un tout autre pari et qui veulent, on lève des fonds, on croit, on prend des risques. Au pire, on se plante, on aura appris plein de trucs. Mais c'est plusieurs types d'entrepreneuriat. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que moi et mes cofondateurs, celle qui nous correspond, c'est d'y aller sûrement, doucement mais sûrement et avec bienveillance. Voilà. Magnifique. Merci.